Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Olivier Rosenzweig. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisateur. Ce soir sur RMC Découverte, un document incroyable, exceptionnel. Crash de la Germanwings, 10 ans déjà, le scénario du drame. Et on se disait avec Gilles juste avant l'émission, c'est un polar en fait que vous nous racontez, l'histoire de ce pilote qui a emmené à la mort ses passagers en fonçant dans une montagne. Et vous vous êtes, vous, intéressé au parcours de ce pilote, de ce qu'il avait mené à ce drame. Oui, on ne comprend pas ce crash si on ne s'intéresse pas à la personnalité d'Andreas Lubitz. C'est extrêmement complexe et en même temps, c'est passionnant parce que ça relève finalement d'un caractère humain, d'un homme qui, au fil de sa vie, avait qu'une seule envie, une seule passion, qui a viré, on l'a appris par la suite, à l'obsession, c'est celle d'être pilote de ligne, de voler, d'être dans les airs. Il se sentait bien dans les airs et percevant que finalement, cette passion, ce métier qu'il avait finalement touché du doigt pendant une petite année, allait lui être retiré, on allait l'empêcher à terme de piloter au regard notamment de sa pathologie, de sa dépression lancinante, de sa psychose qui le perturbait, mais lui voulait sans doute pas le voir. Il n'a pas supporté et il a pris d'une certaine façon les devants et avec cette volonté forcenée au moment d'engager l'Airbus A320 au départ de Barcelone vers Düsseldorf, avec cette volonté de crasher l'avion dans un scénario très bien ficelé, oui. Particulièrement prémédité. C'est effectivement toute cette notion de préméditation qui je suis d'accord, relève d'une forme de polar. On dépasse le crash aérien purement technique. Oui, et ça relève qu'il y a une préparation, il y a une préméditation, c'est ça qui est fou. Oui, et puis il a voulu mourir dans sa passion. C'est-à-dire que depuis l'âge de 14-15 ans, il était passionné d'avion. Parce qu'à un moment, il envisage quand même de se suicider de façon normale. On le voit dans votre doc où il fait des recherches sur se faire écraser, sauter d'un pont. Mais il choisit ça parce qu'en fait, il veut mourir de sa passion. Il y a sans doute de ça. Alors, c'est toujours délicat. Hein. On est toujours effectivement dans une approche analytique, mais sans avoir le fin mot de l'histoire, dans la mesure où Andreas Lubitz n'a jamais laissé de lettre explicative. Personne n'était au courant de sa détresse psychique, psychologique, sa compagne, ses parents. Personne ne savait. Il avait cadenassé finalement cette vie privée, ces rendez-vous médicaux successifs avec une quarantaine de médecins. Ouais. Il avait fait en sorte effectivement de tout ça, de garder tout ça secret, mais il y avait en lui les ferments d'un mal-être très profond. Et vous le dites, ça a été relevé par la police allemande lors des perquisitions à Düsseldorf dans son appartement. Il avait une tablette et sur cette tablette, il avait fait des recherches sur des moyens relativement conventionnels de mettre fin à ses jours. Vous l'avez dit, ingérer des médicaments, se tirer une balle dans la tête ou se jeter sous un train. Et il y a eu à un moment donné une bascule. Il a reçu son plan de vol avec ses prochaines échéances professionnelles. Il était alors copilote pour la Germanwings. Il savait qu'il allait voler en direction de Barcelone et revenir ensuite à Düsseldorf. Et il y a sans doute eu à ce moment-là une sorte de déclic. Et vous le dites, il pouvait pas envisager d'arrêter de voler. Donc il s'est dit, c'est soit la mort ou le vol, et il a d'une certaine façon choisi les deux. Il a décidé de mourir en volant. Ouais, je vous écoute, pardon. Non, c'est ce qui est très fort, effectivement, mais c'est aussi, ça interroge sur la responsabilité des compagnies aériennes. Vous avez des témoignages de membres du BEA qui eux-mêmes s'interrogent en disant est-ce qu'on a un protocole aujourd'hui qui permettrait d'éviter ça ? C'est évidemment très intéressant. Alors moi, je m'en remets aux instructions, au travail entrepris notamment par la justice française et allemande. Et la justice française a instruit pendant plusieurs années. 3 juges d'instruction ont enquêté pour effectivement percevoir éventuellement des responsabilités. Il y avait une information pour homicide volontaire. Ils ont fini par aboutir à un non-lieu. Donc la compagnie aérienne, les instances régulatrices n'ont pas été mise en cause, mais évidemment, on se pose des questions sur la question du suivi médical des pilotes et les familles des victimes œuvrent aujourd'hui pour qu'on revoie la façon de suivre et de réguler finalement la prise en charge médicale des pilotes. C'est extrêmement sensible, mais on se heurte à une notion importante et c'est la notion du secret médical. Et en Allemagne,
Le secret médical, c'est quelque chose qui est sanctuarisé. Les médecins allemands, s'ils l'enfreignent, ils s'exposent à des poursuites pénales. Oui, le secret médical n'empêche pas s'il a un contrôle, c'est pour voir s'il est en état de voler. S'il n'est pas en état, si un pilote présente des troubles psychiatriques ou des troubles de la vision, c'est le rôle du médecin de dire il n'est pas apte. Donc c'est au-delà, c'est pas le secret médical, là, c'est au-delà de ça. La difficulté, c'est que pour faire simple et pour faire court, les pilotes de ligne ont un rendez-vous médical avec un médecin agréé chaque année. Oui. Dans l'intervalle, il n'y a pas forcément de suivi. C'est ça, ouais. Et en l'occurrence, Andreas Lubitz, le rendez-vous médical, il datait de 8 mois avant le drame. Et il y a eu effectivement une rechute dépressive parce qu'il avait déjà été sujet à une dépression lors de sa formation à l'école de la Lufthansa à Brême. Mais il y a eu une rechute à la fin de l'année 2014. Et à ce moment-là, lui a été voir une multitude de médecins, que ce soit, effectivement, vous l'avez dit, un ophtalmo pour des problèmes de vue, un ORL, des psychiatres. Et à ce moment-là, ces médecins-là étaient tenus, eux, par le secret médical. Et il y a une question qui se pose, notamment, c'est de savoir si ces médecins étaient au courant de sa profession. Et le problème, c'est que lui allait voir plusieurs médecins sans faire état des consultations d'autres médecins. Voilà, il a suffisamment bien manœuvré pour faire en sorte que l'information ne circule pas, ne remonte pas. Et en l'occurrence, le secret médical, il peut être effectivement dépassé lorsqu'on a une suspicion sérieuse de crainte ou en tout cas de menace à l'égard de la sécurité publique. Et c'est difficile de l'estimer et de l'évaluer pour un médecin. Toujours est-il qu'il en a vu près d'une quarantaine. 7 sur le mois précédent le drame. Vous imaginez, et aucun à relever. Médecins, 40 médecins au total. Et puis alors, ce qui est remarquable dans votre doc qu'on pourra voir ce soir sur RMC Découverte, c'est que évidemment vous avez été voir le BEA et les boîtes noires, et on s'aperçoit, alors sur les boîtes noires, il y a 25 heures de vol qui sont enregistrées, donc il y a les vols précédents, et là on s'aperçoit, alors ça aussi ça fait froid dans le dos, que durant le vol qui va de Paris à Barcelone, il va s'entraîner. En fait, il va s'entraîner à voir que tout ce qu'il a en tête peut fonctionner. Oui, c'est une forme de répétition. C'est l'enquêtrice du BEA qui le formule ainsi. Il a répété ses gammes d'une certaine façon, puisque la descente, elle a été entraînée par le maniement du pilote automatique. Il y a dans les Airbus une possibilité de régler l'altitude. Et donc, en l'occurrence, il a joué sur la molette d'altitude lors du vol aller, sans que ça ait d'incidence directe sur la trajectoire de l'avion, mais il s'est d'une certaine façon entraîné. Et déjà à ce moment-là, le pilote, le commandant de bord qui était à la manœuvre normalement et qui était officiellement le pilote en fonction, s'était absenté du cockpit une première fois. Ouais. Donc ça laisse aussi présager d'une volonté de la part de Andreas Lubitz d'éloigner le commandant de bord. Il y a eu effectivement un questionnement sur l'usage de diurétiques. Ouais. Voilà, et on voit que 10 ans après, évidemment, et on l'imagine bien, les familles des victimes sont dans un désarroi terrible. L'émotion est vraiment très forte dans ceux qui ont accepté de vous répondre. On rappelle qu'il y a quand même eu 149 victimes. C'est aujourd'hui pour eux. Ils en sont où de leur quête et de leur plainte? Alors à ce stade, les plaintes ont été, il y a pas eu de plaintes qui ont mené à des poursuites et qui ont abouti, que ce soit en France ou en Allemagne. Le travail entrepris désormais par les familles de victimes, c'est plus un travail de lobbying auprès des autorités et des gouvernements pour faire en sorte que ce type de catastrophe ne se reproduise pas. Il y a notamment en Espagne un travail mené par l'association des familles de victimes qui ont œuvré auprès du gouvernement central à Madrid pour que les arrêts maladie, soient directement envoyés à l'employeur, que ce soit pour les pilotes ou pour tout type de profession. Mais en l'occurrence, Andreas Lubitz était soumis normalement à un arrêt maladie au moment où il a pris les commandes de l'avion. Ouais, donc il y a cette possibilité de rendre automatique la transmission. Lui ne l'avait pas fait. La plupart de ces arrêts maladie ont été retrouvés dans une poubelle dans son appartement de Düsseldorf.
à chaque fois, effectivement, il s'évertuait à les déchirer et à ne pas les transmettre et à ne pas les remettre à son employeur. Et désormais, on découvre à la fin de votre documentaire qu'il y a une règle qui a été mise en place par le BEA. Quand un pilote va aux toilettes sur les longs courriers ou les moyens courriers, il doit être remplacé par une hôtesse depuis cet accident. Depuis cet accident, c'est une règle qui a été préconisée par le BEA. La plupart des compagnies aériennes n'ont même pas attendu que le BEA le préconise pour la mettre en place. Au lendemain du drame, ça a été acté notamment par les grandes compagnies, la Lufthansa, Air France. Ça pose aussi des soucis d'ordre opérationnel. Bien parce sûr. Que voilà, la réalité, c'est que si effectivement un pilote ou un copilote s'absente, derrière c'est une hôtesse ou un steward qui entre dans le cockpit. Ça n'empêche pas a priori un pilote particulièrement déterminé à mener à terme un processus criminel comme on a pu le connaître avec Andreas Lubitz. Mais c'est une manière peut-être de l'endiguer ou en tout cas de le prévenir. Mais il n'y a pas de solution. Le risque zéro en matière d'aviation n'existera jamais. Et d'ailleurs, la plupart des interlocuteurs l'admettent et le reconnaissent aujourd'hui. Un drame comme celui de la Germanwings, malheureusement, pourrait se reproduire. Les pilotes sont fragiles, sont vulnérables comme tout un chacun. Et la maladie mentale, malheureusement, quand on choisit de la dissimuler, elle est difficilement maîtrisable et on peut difficilement anticiper les accès de folie d'un homme déterminé à vouloir finir. Ouais. Remarquable document ce soir sur RMC Découverte à 21h10. Crash de la Germanwings, 10 ans déjà, le scénario du drame. Produit par l'agence CAPA, Valérie. Produit par l'agence CAPA, c'est vraiment remarquable dans la façon dont vous avez traité ce document de façon très factuelle et avec des révélations. Oui, c'est un peu là. Franchement, merci. Oui. Oui, non, on s'inscrit dans le cadre d'une série, c'est la série hors de contrôle. Ouais. Voilà, avec cette volonté de raconter une catastrophe et de lui apporter en même temps un récit haletant et en même temps des explications, une pédagogie concrète sur des notions parfois un peu complexes d'ordre technique et scientifique. Mais là, c'est vrai que on s'attache beaucoup à la personnalité de cet homme et de ce personnage qui est en même temps fascinant et en même temps assez glaçant de par ce qu'il a entrepris. Et vous l'avez dit, c'est 149 personnes emportées avec lui Merci d'avoir été avec nous ce soir, donc RMC Découverte, 21h10, ce document sur le crash de la Germanwings. Tout de suite, les débats sur Sud Radio. Merci à vous. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.